Auto-hypnose, le guide interdit de l'abbé Faria. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment l'héritage de l'abbé Faria peut transformer votre pratique de l'hypnose thérapeutique. Je vais vous dévoiler ces techniques oubliées, celles de l'auto-hypnose et des suggestions directes validées par les neurosciences modernes pour des résultats concrets avec vos consultants. Je vais aussi vous montrer comment appliquer ces méthodes en toute sécurité en évitant les pièges éthiques que Faria lui-même avait identifiés. Si vous cherchez à approfondir votre approche de l'hypnose avec des outils à la fois puissants et respectueux de vos consultants, eh bien cette vidéo est pour vous. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ici. Je suis David Vigneron, formateur en hypnose clinique, en EFT, thérapie brève et par ailleurs infirmier diplômé d'État. On y va, c'est parti, auto-hypnose, le guide interdit de l'abbé Faria. Eh bien cet abbé, l'abbé José Custodio de Faria, c'est une figure relativement méconnue mais pivot de l'histoire de l'hypnose. Il a notamment chamboulé les concepts du magnétisme animal en plaçant le sujet au cœur du processus hypnotique et s'oppose ouvertement aux théories dominantes de son époque. Il a ouvert une voie, une approche moderne de la suggestion fondée sur l'autonomie du patient. Son célèbre ordre « Dormez, je le veux » résume une révolution. L'hypnose ne dépend pas d'un fluide mystérieux ou de la volonté du thérapeute, mais de la capacité intrinsèque de l'individu à rester en transe et à y rentrer. Au tournant du 19e siècle, l'hypnose était dominée par deux courants. D'un côté, il y avait le magnétisme animal de Mesmer qui postulait l'existence d'un espèce de fluide universel. Et puis de l'autre, on retrouvait la théorie de Puységur qui est centrée sur la volonté du magnétiseur. Mais l'abbé Faria, formé par Puységur, mais rapidement critique, rejeta ces deux approches. Selon lui, l'état hypnotique ne résultait ni d'un fluide, ni d'une manipulation extérieure, mais de la réceptivité du sujet lui-même. Sa méthode, radicale pour l'époque, reposait sur une injonction directe « Dormez, je le veux ». Par cette phrase, Faria soulignait le pouvoir de l'hypnose qu'il résidait dans l'esprit du consultant, du patient, et pas dans celui de l'opérateur. Il utilisait des techniques simples mais efficaces, comme une fixation oculaire. On fixe un point fixe, on regarde un point fixe, regardez le dos de la main se lever, par exemple, ou une pression sur le front pour induire la transe en moins d'une minute. Ces démonstrations publiques à Paris, durant lesquelles il hypnotisait des volontaires en quelques secondes, fascinaient et scandalisaient autant le public que la communauté scientifique. Faria fut le premier à théoriser l'auto-hypnose, démontrant que la suggestion pouvait être auto-initiée. Il comparait cet état à un sommeil lucide où le sujet reste conscient tout en accédant à des ressources inconscientes. Je suis assez d'accord avec ça. Cette idée novatrice, en tout cas pour l'époque, anticipait les découvertes modernes sur la plasticité cérébrale et sur les états modifiés de conscience aussi. Bernheim, père de l'école de Nancy, lui rendra plus tard hommage. Il disait « Faria a eu le mérite d'avoir le premier établi la doctrine de l'hypnose par la suggestion ». Pourtant, ces théories furent violemment rejetées par les conservateurs qu'ils traitèrent de charlatans ou de sorciers. Son héritage ne sera pleinement reconnu qu'à la fin du 19e siècle avec l'avènement de la psychologie dynamique. Si Faria a posé les bases théoriques de l'hypnose moderne, ses travaux trouvent un écho saisissant dans les neurosciences contemporaines. On va explorer maintenant les mécanismes scientifiques qui valident aujourd'hui sa vision pionnière de l'auto-hypnose. Le scientifique portugais avait pressenti ce que la science confirme aujourd'hui. Écoutez bien, la suggestion hypnotique agit en créant des empreintes neuronales durables. Son concept de suggestion post-hypnotique, qui fait référence à une instruction donnée sous hypnose qui s'exécute après le réveil, repose sur un mécanisme clé, la capacité du cerveau à ancrer une idée dans l'inconscient et à la transformer en action physiologique. Faria démontrait ce phénomène en faisant accomplir à ses sujets des gestes simples comme ouvrir un parapluie plusieurs heures après la séance sans qu'ils en aient conscience.
Les neurosciences modernes éclairent ce processus. Les IRM fonctionnels révèlent que sous hypnose, le cortex préfrontal, siège du contrôle volontaire, réduit son activité tandis que les zones limbiques, émotion, et le cortex singulaire, attention focalisée, elles s'activent intensément. Cet état qualifié d'hyperconnexion cérébrale sélective permet à une suggestion d'être intégrée comme une réalité par le cerveau. Par exemple, dire à un consultant sous hypnose que sa main elle est par exemple insensible à la douleur, eh bien ça déclenche une réponse analgésique durable similaire à celle produite par des opiacés. Par exemple, et par ailleurs, la plasticité neuronale explique pourquoi ces changements persistent. Quand une suggestion est répétée en état hypnotique, les synapses se reconfigurent pour créer de nouveaux circuits. C'est le même principe d'ailleurs que l'apprentissage d'une langue, mais accéléré. Des études sur la douleur chronique, je pense notamment à une étude de l'université de Stanford, dont on est en 2022, montrent que 3 séances d'auto-hypnose basées sur la méthode Faria réduisent l'intensité douloureuse de, écoutez bien, 40%, avec des effets persistants 6 mois après. Faria avait également observé que l'auto-hypnose provoquait un état de conscience modifié distinct du sommeil. Les électroencéphalogrammes modernes d'aujourd'hui le confirment. Les ondes θ, qui sont aux alentours de 4 à 7 Hz, typiques donc de la méditation profonde ou de la créativité, dominent lors de la transe hypnotique. Cet état permet d'accéder à des mémoires qui éventuellement pourraient être refoulées ou alors de reprogrammer des réflexes conditionnés, comme l'avait empiriquement exploité Faria pour traiter les phobies. Ces fondements scientifiques ouvre des perspectives concrètes pour la pratique thérapeutique. On va voir maintenant comment traduire ces principes en protocoles efficaces pour accompagner vos consultants dans l'auto-hypnose. L'approche de l'abbé Faria trouve toute sa pertinence dans son application concrète en cabinet. La mise en pratique de ces principes repose sur une méthodologie qui est rigoureuse et qui permet d'obtenir des résultats palpable avec les consultants. Le protocole s'articule autour de 3 phases essentielles qui s'enchaînent naturellement pour créer un état propice au changement. Vous pouvez noter. La première étape consiste en l'induction, fixation oculaire. On fixe un point qui ne bouge pas. On regarde un point fixe. C'est une technique emblématique de Faria. Le consultant est donc invité à fixer intensément un point situé largement au-dessus de son champ de vision normal, tout en maintenant une posture stable. Cette focalisation prolongée, ça crée une fatigue oculaire naturelle, bien sûr, ce qui facilite l'entrée en état de transe hypnotique. Durant ce processus, vous accompagnez verbalement l'expérience en utilisant des formulations qui sont à la fois simples et directes, à l'image du célèbre « Dormez maintenant, je le veux » de Faria. L'important réside dans l'utilisation d'un ton monocorde et rythmé, ce qui permet une progression dissociée, consciente. Une fois l'état hypnotique établi, la phase de suggestion proprement dite peut commencer. Contrairement aux approches plutôt contemporaines, souvent trop verbales, la méthode Faria privilégie la qualité plutôt que la quantité des suggestions. Chaque formulation doit être brève, positive et spécifique. Vous pouvez noter, chaque formulation doit être brève, positive et spécifique, directement ancrée dans l'objectif du consultant, bien entendu. Je vous donne un exemple. Pour un consultant souffrant de douleurs chroniques, une suggestion type pourrait être « Votre dos retrouve sa souplesse naturelle ». La répétition modulée de ces phrases clés associées à des ancrages kinesthésiques comme une légère pression sur l'épaule, ça renforce considérablement l'efficacité. Le renforcement des suggestions constitue la 3e étape cruciale. Faria avait compris avant l'heure l'importance de l'autoréférence dans le processus thérapeutique. Il encourageait ses patients à reformuler mentalement les suggestions reçues, créant ainsi un dialogue intérieur transformateur. Cette approche trouve aujourd'hui son écho dans les techniques d'autosuggestion, modernes. Pour les consultants
Souffrant de stress chronique, c'est une phase qui peut s'accompagner d'une visualisation guidée de situations anxiogènes vécues avec détachement et maîtrise. Les applications cliniques de cette méthode sont particulièrement probantes dans 3 domaines majeurs. Gestion du stress. L'approche farienne, si je peux dire, permet une restructuration cognitive rapide des schémas de réactivité émotionnelle. Dans le cadre des douleurs chroniques, elle offre une alternative non médicamenteuse en modulant la fameuse perception nociceptive. Enfin, pour les addictions, elle agit sur les circuits de la récompense en créant de nouvelles associations mentales, les neuroassociations. Un cas documenté d'ailleurs montre comment un consultant dépendant au tabac a pu cesser de fumer après seulement 3 séances en utilisant la suggestion post-hypnotique d'un dégoût olfactif intense. Alors l'efficacité de ces techniques repose sur leur apparente simplicité qui masque bien sûr une profonde sophistication. La clé réside dans l'exactitude de l'exécution plus que dans la complexité du protocole. Comme le démontraient les démonstrations publiques de l'abbé Faria, c'est dans la précision du timing, le choix des mots et la qualité de votre présence que se joue la réussite de l'intervention. Si ces techniques ouvrent des possibilités thérapeutiques qui sont remarquables, elles ne sauraient être employées dans une réflexion approfondie sur leurs implications éthiques. Il faut donc prendre des précautions qui pour moi s'avèrent être indispensables à appliquer pour une pratique responsable de l'hypnose quand elle est en tout cas inspirée par l'abbé Faria. L'héritage du scientifique portugais nous rappelle avec force que le pouvoir suggestif de l'hypnose comporte une dimension éthique incontournable. La pratique de l'auto-hypnose guidée, si elle ouvre des perspectives thérapeutiques prometteuses, eh bien elle exige de vous, de nous, de tout le monde, une vigilance constante et une déontologie irréprochable. Les travaux de l'abbé Faria lui-même contiennent des mises en garde explicites contre les utilisations abusives de ces techniques, ce qui explique peut-être pourquoi certaines de ses notes personnelles furent qualifiées d'interdites par ses contemporains. Le premier écueil à considérer concerne le phénomène d'auto-hypnose négative involontaire. Certains consultants particulièrement réceptifs, peuvent développer des suggestions paradoxales quand ils pratiquent seuls. Je vous donne un exemple, une personne tentant de gérer son anxiété pourrait inconsciemment, bien sûr inconsciemment, renforcer ses schémas de pensée anxieuse par des formulations maladroites. Vous devez donc systématiquement enseigner à vos consultants comment formuler des suggestions positives et vérifier régulièrement leur pratique autonome. Les recherches actuelles en psychologie cognitive montrent que cette vigilance permet d'éviter près de 80% des effets contre-productifs. La question des faux souvenirs, bien sûr, elle constitue un autre risque majeur. L'état hypnotique augmente considérablement la suggestibilité et peut conduire à la création de souvenirs factices, particulièrement lors de travail sur les traumatismes anciens. Faria avait déjà observé d'ailleurs ce phénomène qu'il nommait rêverie créatrice, la rêverie créatrice. Une étude récente du Journal of Clinical Hypnosis, le journal de l'hypnose clinique 2023, démontre que les protocoles inspirés de Faria, lorsqu'ils sont mal appliqués, peuvent générer des distorsions mnésiques dans près de 35% des cas. La parade alors consiste à toujours ancrer le travail hypnotique dans le présent et le futur, plutôt que dans une espèce de réinterprétation du passé. Le cadre thérapeutique lui-même doit faire l'objet d'une attention particulière. Contrairement à certaines pratiques plus contemporaines qui banalisent l'hypnose, l'approche farienne exige un contrat clair entre vous et le consultant. Ce dernier doit pleinement comprendre les mécanismes qui sont en jeu et donner son consentement éclairé pour chaque technique employée. Les notes personnelles de Faria révèlent qu'il refusait systématiquement de travailler avec des personnes sous influence ou qui ne comprenaient pas pleinement le processus. Enfin, l'aspect culturel et l'aspect spirituel ne doivent pas être négligés. Les suggestions hypnotiques doivent impérativement respecter les valeurs profondes du consultant. Faria, bien qu'homme d'église, insistait sur la nécessité d'adapter les inductions à la vision du monde de chaque individu.
Les thérapeutes contemporains gagneraient à s'inspirer de cette ouverture d'esprit, particulièrement dans nos sociétés multiculturelles. Enfin, c'est mon avis. Une suggestion efficace pour un consultant peut s'avérer contre-productive pour un autre en fonction de sa culture, en fonction de ses croyances personnelles. Voilà pour tout ce que je souhaitais vous dire ici. Il y a du contenu, n'hésitez pas à réécouter cette vidéo. Sachez que vous pouvez rejoindre mon canal Telegram, c'est tout à fait gratuit, profitez-en. Une fois par mois, je vous diffuse du contenu, des bonus, des mini-formations, etc. qui sont exclusivement produits pour ce fameux canal. Alors pour vous inscrire, c'est très simple, c'est sous cette vidéo, dans la description, profitez-en. Vidéo, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et enfin, vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube. Pour cela, cliquez sur le bouton s'abonner et activez la cloche de notification pour être informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. Là aussi, c'est gratuit. Et si vous avez des questions, remarques, commentaires, suggestions ou autres, vous pouvez m'en faire part. C'est sous cette vidéo, dans la partie prévue pour cela. Merci pour votre attention. On se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos. À bientôt.